une centaine de personnes qui, à Ville d'Avray, ont envie de parler de la migration et de ses enjeux d'une manière qui soit pas sans affect, hein, mais les yeux dans les yeux. Moi, je trouve ça réconfortant. Il n'y a en fait pas de crise migratoire au sens la grande crise migratoire qui de toute façon à un moment donné va nous submerger. Il y a un continuum migratoire qui a toujours existé, qui a tendance à augmenter un petit peu puisqu'il y a plus de mobilité géographique, plus de moyens de transport, plus de globalisation. Et puis il y a des pics dans ces mouvements migratoires. Et il se trouve simplement que nous vivons sur le plan technologique sur la base d'une crise passée, qui est la crise en gros de 2015-2016, Méditerranée centrale. Elle a laissé des traces profondes dans l'opinion, elle a renversé des gouvernements. Regardez l'Italie, Salvini est arrivé à cause de cette crise. Elle est derrière nous. 1 million, en gros, d'immigrants irréguliers en Europe en 2015. On est à 200 000 en 2017, 125 000 en 2020, c'est-à-dire pratiquement 60% de moins. Et quand on a des sujets de type Biélorussie, ce n'est pas des crises migratoires, ce sont des crises politiques dont l'instrument est la migration. Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses, et ça a beaucoup changé depuis 70 ans. 70 ans, la question de la manipulation des migrations pour en faire des armes politiques n'existait pas. Regardez ce qui s'est passé dans les quelques dernières années. Regardez même ce qui s'est passé cette année, en 2021. En Biélorussie, on fait venir des personnes pour les mettre en situation de danger absolu devant les frontières européennes, pour diviser l'Europe, pour créer une fracture dans l'Europe et pour faire pression, pour faire sauter les contraintes ou les sanctions sur la Biélorussie. Le Maroc, parce que l'Espagne accueille globalement un réfugié qui ne lui plaît pas, lâche entre guillemets les fauves sur les grilles de Ceuta et de Melilla. En quelques heures. Voilà. Genève, c'est pas ça. Genève, c'est pas là pour dire, je regrette, hein, c'est peut-être un provocant, mais pour dire il faut répondre oui à toutes les provocations des États qui jouent avec les migrants. Certainement pas. Donc il y a quand même des questions de rapport de force, et on ne peut pas se dire faites confiance à toutes vos agressions, elles seront bénéficiaires parce que nous, les Européens, on considérera qu'on est tenus par Genève pour accepter toutes vos pressions. Donc ça, c'est pas possible. Et donc, il faut effectivement des instruments de gestion de l'urgence, qui soient des instruments à la fois, je dirais, de protection et humanitaire, pour répondre à ces situations. Mais ça ne passe pas nécessairement par le droit d'asile pour tous les gens qu'on lâche comme ça devant. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que aujourd'hui, Genève est de moins en moins respecté. Le droit des réfugiés est de moins en moins respecté. Et si on se dit, si on laisse certains individus, certains partis dire, vous voyez ce que c'est la Convention de Genève? C'est ouvrir les frontières avec la Biélorussie. À ce moment-là, c'est la Convention de Genève qui est condamnée. Donc, il faut garder le principe, mais il faut aussi savoir gérer les crises. Deux petits mots aussi quand même pour caractériser la situation en France. Le nombre d'immigrants venant de façon irrégulière, on ne le connaît pas, puisque par définition, ils sont irréguliers. On l'estime globalement en ce moment à peu près entre 1/3 et 1/4 de la migration régulière. Ce n'est pas de la science, c'est de la perception. L'immigration régulière, c'est 277 000 entrées en 2020. Ça fait 0,3% de la population française. 44% d'Afrique et d'Asie. La moitié de femmes. Comme on dit que l'immigrant est un jeune maghrébin ou d'Afrique subsaharienne, non, d'abord c'est une femme à moitié. Et c'est un non-africain ou asiatique en majorité. Voilà. Ensuite, sur les motivations, sur la raison de venir, 90 000 sont des étudiants. Je parle des primo-arrivants. Un tiers, ce sont des affaires familiales. Une moitié, c'est du regroupement familial. Une autre moitié, c'est des conjoints de Français. Ou des enfants de Français étrangers, nés à l'étranger, revenant en France. Voilà. Parce que les Français sont quand même pratiquement 2 millions à être dehors. Et ils sont beaucoup rentrés, par exemple, en 2020, à cause de la crise du Covid. Donc quand on dit immigration zéro, on dit quoi? 0 étudiant, 0 capacité pour mon conjoint de venir me rejoindre. Et puis 36 000 pour des raisons humanitaires, la protection, l'asile. Ces 36 000, est-ce que c'est beaucoup ou pas?
On est plutôt parmi, je dirais, les chiffres élevés au sein de l'Union européenne. Pour nous, c'est assez stable. Pour d'autres, ça varie beaucoup plus. Mais ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'on est sensible à certains pays, en termes de droit d'asile, et pas forcément les mêmes que nos voisins. Donc 90, 90, 36. Et le reste, c'est assez divers, mais surtout une très très faible migration économique. Et ça, c'est peut-être ce qui nous différencie par rapport aux étrangers, que quelque part, la migration économique des années 60, 70, ibérique, Espagne, Portugal, un peu Italie, elle a quasiment disparu. L'autre aspect qui est vraiment très curieux, c'est que le niveau de formation moyen des immigrés qui viennent en France, à la fois pour la protection et en droit de protection, c'est globalement des gens beaucoup plus formés que le niveau français moyen. Notamment dans les zones de guerre. Parce que les zones de guerre font d'abord immigrer les élites formées. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on assimile aujourd'hui la migration entrante à la difficulté d'intégration de générations d'immigrés des années passées qui sont sur des statuts totalement divers, dont une bonne partie sont français. Donc ne confondons pas la question de la migration aujourd'hui et la question de l'intégration des personnes d'origine étrangère en France. Ce n'est pas le même sujet, les deux sont importants. Sur les renvois, la question des expulsions. Là aussi, c'est important. C'est important parce que finalement, pour les médias, c'est les critères d'efficacité d'une politique migratoire. Est-ce que vous êtes capable de renvoyer? C'est un peu ça. Il y a 130 000 mesures d'éloignement qui ont été prononcées en 2018. À peu près 145 000 en 2019. Donc quand on dit 130 000 prononciations, c'est en fait la conséquence d'avoir interpellé des immigrés en situation irrégulière et puis des refus d'asile. On en exécute combien? On en exécute à peu près entre 15 et 20%. Ça augmente un peu, c'est-à-dire le nombre d'expulsions ou de retours contraints et de retours volontaires, il y en a aussi un petit peu, augmente un peu, mais il augmente moins vite que le nombre d'expulsions prononcées. Alors, je n'ai pas le bon vocabulaire juridique, excusez-moi. Là-dessus, ce qui s'est passé, concrètement, c'est plusieurs choses. Bon, évidemment, les gens expulsables qu'on n'arrive pas à expulser, c'est parce qu'ils n'ont pas de papier. Vous savez que quand on n'a pas de papier, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un laissez-passer consulaire. Il faut identifier de quel pays cette personne vient, avec des experts. Et oui, je reconnais que M. Mamadou Diop est un Sénégalais, qu'il est en situation régulière en France, et vous avez le droit de l'expulser. Voici le laissez-passer, puisque je vais le récupérer. Ce débat est difficile. Ce débat est presque impossible. Pourquoi est-ce qu'il est impossible? Parce que les populations des pays d'origine ont un nombre de personnes dans les diasporas qui est très important. Et dans des régions entières, les régions vivent avec l'argent de la diaspora. Il faut savoir qu'une personne en moyenne originaire de ces pays de migration, qui est présent en France, envoie 1 350 € par an à sa famille. Vous imaginez multiplié par plusieurs dizaines de milliers de personnes pour la région de Caille au Mali, par exemple. Donc ça veut dire que sur le plan politique, parce que tous ces pays ont des gouvernements élus, si on leur dit « tu fais plaisir à la France, aux Pays-Bas, à l'Angleterre, tu perds des revenus de transfert absolument centraux pour ta population, tu te crées des émeutes contre ta propre politique, ou tu fais plaisir à Macron ». C'est vite fait. Et même si on prend dans cette équation le point du chantage, où, par exemple, pas M. Macron, mais un autre dirait « je fais des chantages à l'aide publique au développement, je ne te donne de l'argent que si tu m'acceptes tes individus », à ce moment-là, l'énorme crainte, c'est un renvoi massif de la part de ces gouvernements et de ces populations, et in fine, le fait de dire ben moi je préfère avoir ces transferts individuels, directs, qui représentent à peu près 3 à 4 fois le montant de l'aide publique au développement. Donc il n'y a pas photo. Donc on perd à la fois politiquement, et on n'a pas l'argument économique. Par rapport à ce que fait le président de la République sur le sujet, nous on dit c'est très bien visa contre visa, puisque c'est scandaleux de ne pas accepter de laisser passer consulaire pour des gens qui, de toute évidence, sont des ressortissants, qui se sont mal conduits, voilà, et qui ont vraiment des problèmes de, je dirais, d'intégration majeure. Donc nous, ce qu'on disait dans le rapport, c'est visa pour l'élite.
tous ces gens-là qui disent la France nous traite mal, ou alors la France est néocoloniale, envoient leurs gamins dans les universités françaises, ou vont eux-mêmes faire leurs courses au Galeries Lafayette pour Noël. Ces élites-là. Donc on les bloque. Et c'est ce qu'on a fait, et je peux vous dire d'ailleurs, sans trahir de secret, qu'une certaine personne qui était ambassadrice de France au Mali a dû être rapatriée à Paris il y a à peu près 2 ans, à l'été, parce qu'elle avait empêché tout le gouvernement malien de prendre ses vacances à Paris au moment où il dénonçait l'impérialisme français. Elle a dû revenir à Paris, parce que globalement, il n'y avait plus les conditions de dialogue. Caractéristique profonde de la France par rapport à d'autres pays, on ne se parle pas. Alors, il y a des ONG qui ne parlent ni à l'État ni aux collectivités. Il y a l'État qui, globalement, essaye, dans une culture problématique, sur laquelle je reviendrai, mais essaye de gérer les crises et est sous la pression d'une dénonciation permanente des collectivités, et les collectivités qui sont usées et qui ne parlent plus non plus à personne. Et donc quand on arrive dans ces territoires, comme à Calais, sachant que Calais c'est bien moins pire que Dunkerque du point de vue de la capacité à gérer les crises et à travailler ensemble, c'est paradoxal, parce que c'est là que ça a eu là qu'il y a eu la grève de la faim, mais c'est pas le pire du tout de ce qu'on a vu. Eh bien, on ne peut pas faire de réunion avec toutes les parties ensemble. Ça ne marche pas. Donc elles sont toutes en situation d'être présentes sur le même terrain, éventuellement de financer l'une finance l'autre, et il y a des dépendances dans tous les coins, mais il n'y a aucune capacité de travail. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous. Ça veut dire qu'il y a un problème vraiment systémique qu'il faut traiter, parce que dans d'autres pays, dans d'autres circonstances de crise, les acteurs associatifs arrivent parfaitement à travailler avec les pouvoirs publics, avec les collectivités. L'accès au titre de séjour. Ça, c'est le plus évident d'un dysfonctionnement massif, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour ne plus voir des gens faire les queues dans les préfectures, vous saviez probablement, je sais pas, vous savez probablement pas d'ailleurs, que pas mal de députés, dont moi-même et mes collègues du 92, en permanence, faisions, je dirais, l'assaut du préfet du département ou du préfet de Paris pour lui dire « arrêtez ces queues, on n'en peut plus, c'est indigne, etc. » Ils ont remplacé les queues matérielles par des queues virtuelles. Hein, et qu'ils ont des dénis de droit absolument incroyables, qui font que des gens qui sont en situation régulière, par exemple, qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous au bout de 6 mois, perdent leur situation régulière, y compris quand on est étudiant dans une école d'ingénieur et qu'on fait un stage dans une entreprise du CAC 40. Ça va jusque-là. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et pour autant, on a créé 780 emplois dans les préfectures pour faire l'accueil des personnes. Donc c'est quand même un truc incroyable. C'est-à-dire qu'il y a plus de moyens, il y a plus d'argent, il y a des tas de trucs, et ça marche pas bien. Une commission d'enquête, ça met le doigt là où ça ne marche pas. Hein. Donc, et je le fais là, donc je rends compte d'une commission d'enquête, et nous pensons qu'il y a un grave dysfonctionnement du service public. C'est clair. Après, est-ce qu'il fait son travail? Oui, il fait énormément. Quand vous regardez effectivement la question, malgré tout, de la façon dont la France, au quotidien, dans ses services publics, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les logements sociaux, accueille les personnes qui arrivent de l'étranger tous les ans, il y a énormément d'implications ou d'investissements des services publics dans le sujet. Donc on ne dit pas que l'État ne fait rien, il fait beaucoup de choses, on dit que le résultat n'est pas à la hauteur de l'investissement et qu'en plus il y a une culture problématique. Ça a quand même beaucoup évolué dans 3-4 ans. Autant le débat politique est de plus en plus pollué, autant le retour d'expérience sur ce qui ne marche pas fait que des choses sont prêtes à bouger. Les migrants, ils vont là où il y en a déjà. Par définition, parce que j'ai une communauté, je parle la langue, j'ai éventuellement de la famille, des cousins ou des gens de mon ethnie. Et ça, effectivement, ça a comme conséquence de faire, par exemple, que 46% des migrations se retrouvent sur la région parisienne. On sait que, bon, il y a Ville d'Avray, il y en a d'autres.
mais que la vraie réponse de long terme, c'est une planification, et donc celle-ci, elle existe dans les textes, elle a été annoncée il y a très peu de temps, il y a quelques mois, et elle repose sur un partenariat à engager avec les collectivités locales et les acteurs. C'est ce qu'on appelle, j'ai plus le nom en tête, mais c'est la programmation pluriannuelle des lieux d'accueil, qui doit se faire, et donc ça c'est prévu dans les textes, et on demande son accélération, qui doit se faire à l'échelle du pays, et qui doit cibler, qui doit éviter certaines zones, qui sont en tension, y compris, je dirais, politique et sociale sur le sujet. Alors, quelles sont les zones à éviter? Quelques très grandes agglomérations, et puis les points de fixation aux frontières extérieures. Et donc là-dessus, on pense évidemment, par exemple, à la région du littoral dans le Pas-de-Calais. Et on doit cibler en particulier les villes moyennes qui sont en tension de main-d'œuvre. Et il faut bien savoir, et voilà, et ça, elles sont nombreuses, on peut les identifier assez facilement. Et il faut bien savoir que dans la diagonale du vide français, par exemple, le taux d'emploi n'est pas très élevé parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, parce que c'est des lieux qui sont effectivement en situation de dépérissement, mais que le niveau de service est très dégradé parce qu'il n'y a pas la population pour permettre d'offrir ces services-là. Voilà. Et donc, la plupart des exemples, et il y en a plein, où on arrive effectivement régulièrement depuis Grande-Synthe, depuis Calais, depuis l'est de la France, Strasbourg-Colmar, depuis la région parisienne, à installer des gens. Il y a une phase de conviction qui est longue et qui est difficile, mais en général, la qualité de l'intégration, elle est absolument positive. Et donc, ce que nous vivons à petite échelle, je dirais, à la Sarva, par exemple, on le vit à une échelle réellement plus grande et démonstrative au niveau national. Et je peux vous donner un petit exemple sur, y compris la crise. Moi, je suis, peut-être vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un ancien élu finistérien. J'ai gardé beaucoup de contacts. Il n'y a pas un bourg du rural du Finistère Nord qui n'a pas sa famille de réfugiés. Il n'y en a pas un, depuis 2015. Je parle de villages de 200 habitants, ou de 500 habitants, ou de 500 habitants. Il y en a partout. Et c'est plutôt un sujet de satisfaction, d'engagement, qu'un sujet de difficulté pour les gens. Aujourd'hui, on a la politique d'immigration honteuse. On n'en parle pas. Et donc, ça veut dire que l'espace pris par la politique migratoire, il est pris par qui? Il est pris par CNews. Il est pris, en fait, par des médias qui instrumentalisent ce débat. L'important, c'est de dire, le débat a lieu à l'Assemblée, et ce débat, il doit permettre d'avoir une discussion expertisée et des conséquences. Trois éléments fondamentaux de cette loi de programmation. Par exemple, ce qu'est un pays sûr, la liste des pays sûrs. Ceux desquels, a priori, il y a une présomption négative sur le droit à l'asile. On n'exclut pas l'examen. On regarde toujours la demande d'asile venant d'un pays sûr. Les pays sûrs. 2, la question de la programmation des flux entrants, notamment dans l'immigration économique. Je prends un exemple aujourd'hui. On a en fait rempli nos hôpitaux d'infirmières et de médecins des Balkans. Vous savez peut-être que la zone d'immigration la plus forte dans le monde, c'est les Balkans. Ils ont perdu 27% de leur population sur les 20 dernières années. 27% de leur population. On aurait perdu nous-mêmes, en équivalent, 18 millions d'habitants. Il faut voir. Donc, les Balkans, les Polonaises de l'Est, ces gens sont venus chez nous, et puis aussi les Syriens, et pas mal de gens du secteur, et les Irakiens aussi. Donc, plutôt que d'avoir cette situation dans laquelle l'asile, en fait, tant mieux il s'intègre, je dirais, est le moyen de faire une immigration économique qui ne se dit pas, assumons quels sont nos besoins. Y en a-t-il? Quels sont les métiers en tension? Ils n'ont pas l'accès au droit parce qu'ils n'ont pas l'accès à l'information. Ils n'ont pas l'accès à l'information parce qu'ils parlent, je ne sais pas moi, Peul, Haoussa, Kanouri ou que sais-je, et qu'ils ne parlent pas la langue de l'autorité locale. Et donc là, il y a des exemples qui existent très fortement, par exemple en Italie, qui est vraiment une ligne de front des migrations africaines,
où ces médiateurs interculturels, qu'ils viennent soit des associations, soit des collectivités, soit de l'État, puissent être dans les contacts, y compris avec ces zones sensibles. Moi, j'ai vu effectivement, par exemple, dans un endroit à Calais, un camp où les gars étaient tous des Érythréens. Tous. Ils mangeaient érythréen, c'était de la cuisine érythréenne, ils parlaient érythréen, et à part un ou deux qui parlaient français et qui étaient évidemment anglais en situation très ambiguë, est-ce un passeur ou pas, c'était incapable, si on avait personne qui parlait érythréen, de comprendre et de déconstruire éventuellement une emprise sur cette collectivité-là. Voilà, et ça, c'est une fonction qui n'existe pas, et c'est une fonction qui, pour nous, est absolument centrale dans certains environnements. Quand on est demandeur d'asile, et si on n'a toujours pas de réponse, pour commencer à travailler. On a les mêmes problèmes du point de vue de l'accès à l'enseignement linguistique, en se disant « Mon Dieu, si jamais il est refusé, vaut mieux qu'il n'ait pas commencé à travailler, qu'il ne parle pas français. » Ok, sachant que s'il est refusé, déjà, capacité à le faire revenir est quand même très faible, et que de toute façon, s'il a une bonne expérience professionnelle et qu'il parle un peu de français, c'est vraiment très très mauvais pour la France. C'est une catastrophe pour nous. Voilà. Enfin, bref, on marche un peu sur la tête. Donc là, on propose des choses assez concrètes. Ils sont, par exemple, effectivement, permettre, comme dans de très nombreux autres pays européens, le droit au travail dès le dépôt, en fait, de la demande d'asile. Et on propose aussi d'avoir un bilan professionnel, un bilan de compétences, qui est prévu dans le cadre du CIR, pardon pour les sigles, dès l'origine aussi. Et aussi un approfondissement de l'aspect linguistique, parce que c'est un élément d'intégration extrêmement fort. Vous avez des gens qui sont dans des situations d'emploi bien en dessous de ce qu'ils pourraient faire, simplement parce que leur qualification n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue pourquoi? Parce qu'ils sont simplement demandeurs d'asile et qu'ils n'ont pas la possibilité de processus pour les faire reconnaître. Voilà, et je prends des exemples aussi très concrets. Ils sont interdits d'activités liées à la fonction publique non régalienne. Donc, c'est assez stupide de se dire que tu n'as pas le droit d'être, je ne sais pas moi, enseignant en technologie, par exemple, si tu viens d'un pays d'Afrique francophone, ou tu n'as pas le droit déjà, alors même quand tu as les compétences. Donc, on propose aussi très concrètement d'ouvrir les activités liées à la fonction publique dans les fonctions non régaliennes à ces personnes dès l'instant, effectivement, où elles sont en situation d'instruction de langue.